dans la réalité. Ok? Donc on va commencer, et on va commencer par, évidemment, en plus c'est la journée de l'arbre, donc je vais commencer par vous parler des arbres qu'on peut utiliser l'hiver. En général, ce sont de petits arbres. Voilà, ce sont de petits arbres. Donc voilà. Donc ici, ça c'est au bois marquis. Et regardez un petit peu, ce sont tous des érables à peau de serpent. Hein. Et derrière, vous avez les fameux érables Conspicum phoenix, qui sont les érables à peau de serpent, qui ont l'écorce rose foncé, voire presque rouge. Et devant, c'est l'érable d'Avidie classique, l'érable à peau reptilienne classique. Alors voilà, alors où c'est qu'elle est la souris? C'est des nuages. Où c'est qu'elle est la souris? Elle est là. Alors, ce que je fais, je les passerai, moi, je les passerai. Je vous laisse. C'est bon. Alors, je vous dirai. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, photo suivante. Voilà, donc là, c'est encore. Ça, c'est l'érable d'Avidie Rosalie, là, qu'on voit. On continue. C'est toujours des érables à peau de serpent, ça. Ouais, là, vous en voyez. Là, la photo a été prise hier, hein, comme vous pouvez voir. Parce que chez moi, il y a neigé hier. Non, en réalité, c'est la dernière neige vraiment sérieuse que j'ai eue chez moi. Cette photo date de cette époque. Et c'est 2009, dans le nord de la vallée du Rhône. On en a eu une très violente en 2019, qui est arrivée au mois de novembre, et qui a fait beaucoup de dégâts, parce qu'il y avait encore des feuilles aux arbres, et la neige était très lourde. Mais seulement à 9h du matin, elle avait déjà fondu, quoi. Donc on ne pouvait même pas faire ces photos-là. Donc toujours pareil, alors ces fameux érables Conspicum phoenix qui sont roses, là on ne le voit pas trop. Malheureusement, je me suis rendu compte, ça c'est donc de 2009, ils sont très beaux. Et ils sont très beaux, disons, une quinzaine d'années. Après, la peau s'altère, ce sont des plantes qui vieillissent mal. Mais d'une manière générale, toutes les plantes à écorce, elles vieillissent mal. Les bouleaux, ça vit 35 ans. Les prunus cellulaires qu'on va voir et tout ça, ça vit guère mieux. Donc tout ça, il faut en planter régulièrement pour en avoir des beaux. Ils sont beaux entre la 7e année et les 10 années suivantes. Voilà. Après, à partir de 15-20 ans, ça se détériore. On continue. Vous voyez, ils sont quand même, là c'est dommage, la lumière est trop vive, mais ils sont d'un très très beau rose. Ça c'est superbe l'hiver. Vous voyez? Là, on les voit en détail, on voit très très bien les stries reptiliennes de cette variété, vous voyez, Conspicum phoenix, qui n'est pas le plus facile, hein, vous voyez. Ça, évidemment, ça vous fait des super décors, c'est des couleurs vives d'hiver. Parce que ce qui est intéressant, l'hiver, il faut mettre des couleurs vives, et même si elles ne s'harmonisent pas toujours tout le temps, il faut des couleurs vives, parce que l'hiver, on a besoin de se faire réveiller l'œil. Voilà, c'est encore les Conspicum phoenix sous la neige. Voilà, c'est Sydney. Alors, photo, Cédric Paulet, ça c'est important. Beaucoup de photos sont de Cédric Paulet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le type qui a écrit le livre sur les écorces et les jardins d'hiver. C'est grâce à lui qu'il y a eu une vulgarisation de ces jardins d'hiver. Il y a été pour beaucoup. Ses livres sur les écorces et les jardins d'hiver se vendent à plus de 20-25 000 exemplaires. Ce qui, dans le domaine botanique, les éditions Ulmer ne sont jamais arrivées à faire. Donc, ça prouve qu'il y a des gens qui s'intéressent à tout ça. Monsieur, j'ai une question. Oui, bien sûr. Alors, j'avais oublié de vous dire, vous pouvez m'interrompre, c'est pas un problème. Ces arbres-là se plantent dans n'importe quelle région en France? Oui, ce sont des arbres assez, comment dirais-je, assez faciles. Seulement, ils craignent un peu plus la seule maladie qu'on connaisse sur les érables, qui est la verticillose, la maladie de racine. Et ceux-là sont plus sensibles à la verticillose que tous les autres, cette variété. C'est pour ça qu'elle est délicate. Alors il faut planter ça dans n'importe quelle région, on s'en fout, mais il faut planter ça dans un terrain qui est un peu drainé. Parce que ces maladies de racines, dans les terrains lourds, elles se développent beaucoup mieux. Ça, c'est un autre érable, puisqu'on était dans les érables. C'est donc plus les érables à peau de serpent. C'est ce qu'on appelle les érables griséum, c'est l'érable de l'Himalaya. Alors, c'est un érable qui a une écorce qui ressemble à celle du bouleau, c'est-à-dire qui se desquame, c'est-à-dire qui part en lambeaux. Et lui, alors vraiment, ça, c'est une plante qui vieillit bien. Moi, j'en ai vu de 100 ans, ils sont magnifiques.
plus il vieillit, plus il est beau. Ce qui est à peu près tout le contraire des autres. On continue. Voilà, toujours la Cergrésium dans un jardin anglais. Vous voyez, à Hillier Garden, donc Hillier Garden, c'est l'arboretum le plus intéressant de toute l'Europe. C'est près de Southampton, c'est pas très loin de la mer, c'est à 150 km au sud de Londres. Si un jour vous allez en Angleterre, il faut aller chez Hillier. C'est extraordinaire. Ils ont aussi un Winter Gardens de 2,5 hectares. Ils ont fait il y a une dizaine d'années. Oui, c'est superbe. Et ça, c'est une plante qui a 100 ans. On continue. Alors ça, c'est un des seuls érables japonais qui a une couleur d'écorce, donc qui est intéressant l'hiver. C'est l'érable qu'on appelait autrefois sankaki et qui s'appelle maintenant sangokaku. Et les pousses sont rouges. Alors ça, on a trouvé une nouvelle variété maintenant, une autre variété qui a des pousses orangées. Et c'est la variété bio. Et voilà, bio, voilà. Donc vous voyez, c'est les deux sols à planter pour l'hiver. Alors bio craint aussi la verticillose. Sankaki, c'est super parce que c'est un des érables japonais qui pousse le plus vite. Donc qui résiste le mieux à la maladie. Voilà, ça c'est encore... j'ai fait un massif entier rien qu'avec des acers palmatum, donc des érables japonais. Et je les taille, ce qu'il ne faut jamais faire. Ce qu'aucun livre vous dira de faire. Donc je les taille pourquoi? Pour développer les nouvelles pousses, parce que c'est celles qui sont colorées. À vrai dire, je les taille parce que j'ai vu faire ça à quelqu'un, j'aurais jamais osé faire ça. Et je peux vous dire, je fais ça depuis 10 ans, donc j'ai du recul, et ça marche. Seulement, il faut être très très vigilant. Il faut avoir des outils qui soient hyper désinfectés pour justement pas transmettre cette maladie. Donc pratiquement chaque arbre que je taille, je renettoie l'outil au formol. Voilà. Alors il y a le formol. Si on n'a pas de formol, on peut prendre du whisky, ça marche aussi. Du premier âge. On continue. Donc ça reste à l'état d'arbuste. Ça reste un arbuste du fait que je le taille. Parce que ça, un érable sankaki, au bout de 10 ans, il est haut comme le barnum là. Et ça supporte très très bien la taille. Mais il faut vraiment faire attention aux outils. Voilà, alors maintenant après les érables, on passe aux prunus. Bon, il y a les prunus, ça c'est extraordinaire, c'est les fameux prunus du Tibet, c'est les prunus cerula, vous voyez, qui ont des écorces qui sont dans tous les tons de rouge ou abricot. On continue. Vous voyez, magnifique. Alors, ils ont trouvé maintenant de nouveaux cultivars de prunus cerula qui sont tous, comme disait Coluche, plus blancs que blancs, quoi. Mais le cultivar qui s'appelle Jaro, J-A-R-O, qui a été trouvé par un Lillois, est vraiment intéressant parce qu'il a beaucoup d'orange, vous voyez, dedans. C'est vraiment une très très belle plante. Vous voyez, c'est lumineux, c'est beau toute l'année. Parce que toutes ces plantes, elles ont quand même ça d'intéressant, elles sont belles toute l'année. Et voilà l'hiver ce que ça donne. Hein. Ça c'est mélangé avec un tronc de bouleau. On va passer au bouleau. On continue. Vous voyez, ces prunus cerula, bon maintenant ils sont à taille adulte, hein, ils sont comme ça. Hein. Parce que depuis 4-5 ans maintenant ils grandissent pratiquement plus. Hein. Et ça c'est la version du cerula qui est orangé. C'est un peu comme le sankaki pour les palmatums, sankaki et bio. Ben là vous avez le maaki. Je ne vous encouragerai pas à planter les maaki. Pour une raison toute simple, c'est que lui il vieillit encore plus tôt que les autres. C'est-à-dire qu'à 10 ans, lui, plus beaucoup d'intérêt. Ça, c'est plus du tout cet orange qu'on voit là sur cette photo. Voilà, donc ça c'était le maquis que j'avais chez moi, qui était magnifique, hein. Franchement, il y a déjà quelques années que je l'ai coupé, hein, parce que ça devenait vraiment, c'était totalement devenu quelconque, hein, l'écorce, quelconque. Et comme c'est son seul intérêt, voilà le maquis du Vastérival. Est-ce que vous connaissez où est le Vastérival? Oui. Bien. Le Vastérival, c'est le plus beau jardin privé qui existe en France. Il est à côté de Dieppe, à Varangeville-sur-Mer. C'est le jardin de la princesse Turza, qui est décédée maintenant. Voilà, donc on passe au bouleau. Voilà. Et voilà, au bois marquis, voilà ce que ça donne, les bouleaux. Alors c'est très intéressant de voir cette photo parce qu'il en manque à peu près la moitié, qui, du fait de toutes ces sécheresses d'été,
qu'il y a eu ces dernières années, ben, petit à petit, ben, ils sont morts avant l'âge. Mais il en reste, la forêt est quand même encore belle, mais ça m'intéresse beaucoup de voir la photo, je m'aperçois qu'ils sont beaucoup moins denses maintenant. Et ça, c'est une photo qui a été prise dans un jardin anglais par le plus grand collectionneur de bouleaux qui existait en Europe, il est décédé. Et lui, vous voyez, il allait dans l'Himalaya, il collectait les bouleaux au Tibet, au Sikkim, là-bas au Népal. Il ramenait les graines, il les semait chez lui, parce que c'était un passionné. Hein. Il les semait chez lui et dans ses semis, il sélectionnait les plus intéressants pour l'écorce. Et il les nommait. Donc il a fait tout un travail, et vous voyez, voilà, ces sélections, c'est ça. Donc vous avez des bouleaux avec des écorces quasiment de toutes les couleurs. Voilà, c'est toujours chez lui, Stone Lane Garden, c'est dans le Devon, c'est au sud du Pays de Galles, pour faire simple. C'est magnifique, hein. En groupe comme ça, c'est magnifique. J'ai essayé de faire ça chez moi aussi. Alors, il n'y aura pas de photos parce que c'est plus récent. Et maintenant, ça commence depuis un an à être intéressant. Parce qu'ils sont déjà suffisamment étoffés pour qu'on voie ces troncs colorés, quoi. On continue. Donc voilà l'entrée au Bois Marquis, voilà comment ça se présente. Donc il y a quelques cérulas mélangées avec des bouleaux blancs. Toujours au Bois Marquis. Et toujours les bouleaux blancs. Alors ça a été pris du côté d'Angers, vous voyez. Celui qui est devant, c'est un bouleau à tronc rose. On ne le voit pas très bien. Vous voyez. C'était aussi le nuage devant. Voilà, le nuage est arrivé. Lui, il est super. Il faut passer des deals avec Dieu. C'est intéressant. Mais celui-là est intéressant. Ça, c'est un boulot assez unique. Je l'ai donné à la pépinière minier. C'est leur arboretum, ça. Je leur ai donné pour le commercialiser. Il est commercialisé sous le nom de Blason. En réalité, une petite histoire. Ce boulot, c'est des greffons que j'avais pris sur un que j'avais trouvé dans les années 90 en Angleterre, dans l'arboretum Millier. C'était un jeune boulot. Il avait marqué une pancarte écrite en anglais, mais bon, c'était facile à traduire. Sélectionné par Harold Hillier, etc., etc. Il était blanc, tous les bouleaux jeunes sont blancs. Donc il était assez quelconque, mais je m'étais dit, si Harold Hillier l'a sélectionné, il devrait être pas mal. J'ai prélevé un greffon, ce qui est interdit. Bon, je l'ai fait, vous ne leur direz pas. J'ai pris le greffon, j'ai greffé et j'en ai réussi un. Et après, je me suis aperçu que le tronc devenait rose. Et chose extraordinaire, quand je suis retourné en Angleterre en 2000, une dizaine d'années après, le leur était mort. Et à ce jour, je crois que, heureusement, quelqu'un l'a multiplié, sinon on ne l'aurait plus. Voilà ce que ça veut dire aussi. C'est une belle histoire parce que ça veut dire ça aussi. Et il a le tronc rose, il est vraiment, et ça marche très très bien. Minier en vend moins maintenant parce que les bouleaux ça se vend moins, mais ils en vendent pas mal. On continue. Donc ça, c'était dans un jardin Marksall Garden. C'est un jardin qui est au nord de Londres, qui est absolument magnifique, avec des coroniers rouges dessous, vous voyez, et ces troncs blancs. Et en plus, parce qu'ils ont beaucoup de goût, les Anglais, ils vous mettent des cygnes blancs qui se baladent sur les temps. Ça, c'est génial. On continue. Vous voyez, c'est un peu le même endroit. Vous voyez, toujours les deux cygnes. Alors ça a été pris à l'automne. C'était intéressant de mettre la photo, parce que même à l'automne, c'est beau. Hein. C'est toujours des photos de Cédric Paulet. Ça. Voilà, toujours à Marksall Garden. On continue. Voilà, alors ça c'est un mélange de bouleaux, on verra tout ça plus tard avec ce que vous voyez, les cannes blanches que vous voyez là sont des arbustes, c'est des ronces. Parce qu'il existe des ronces d'ornement, on y reviendra. Ça paraît ridicule quand on parle de ronces, pour nous on fait tous ce. Les ronces c'est envahissant, ça pique, ça nous embête, etc. Et là il y a des ronces de collection. On verra tout ça plus tard. Voilà donc le bouleau nigra qui est le bouleau noir. En réalité, il n'est pas noir, il est un peu différent, il se desquame un peu plus que les autres bouleaux. Et voilà le fameux bouleau blason donc qui est au Bois Marquis, qui est le pied-mer. Le pied-mer, ça veut dire que c'est réellement le premier que j'ai greffé, qui est rentré d'Angleterre. Et quand je suis retourné chez Hillier, dans les années 2000, il n'y a pas très longtemps, 2016-2017, je leur en ai offert un, mais je leur ai dit qu'il était né chez moi.
Parce que j'aurais pas dit qui je l'avais touché. Il ne faut pas non plus vous leur dire. Bon, on continue. Ils ont de la mémoire. On continue. Le voilà chez mon ami Jean-Louis Dantec, c'est toujours à Varangeville, à côté du Vasté-Rival, et c'est superbe. C'est un tronc rose avec, qui est rutilant. On continue. Donc voilà, toujours chez Jean-Louis Dantec, qui est, si vous avez un jour l'occasion d'aller en Normandie du Nord, c'est le nord de la Seine-Maritime, c'est Dieppe. Il faut aller à Varangeville. Il y a les deux plus beaux jardins qui existent chez nous, dans tout notre pays. Il y en a un, c'est chez Jean-Louis Dantec, il est vraiment privé. Il se visite un peu plus difficilement, mais le Vasté-Rival, qui est à l'autre bout de Varangeville, se visite très très bien. C'est des jardins extraordinaires. On continue. Vous allez voir, toujours chez Jean-Louis Dantec. Vous voyez, c'est à l'entrée de sa maison. Alors ça, c'est par contre Anglesey-Hubert, c'est à côté de Cambridge. Donc au nord, une centaine de kilomètres au nord de Londres. Alors, j'avais vu ça, et quand j'avais vu ça, au détour d'un chemin, on voit ça, ça fait penser à un cimetière. Il y a un côté morbide, mais c'est intéressant quand même. Vous voyez, ils ont fait ça qu'avec la même variété de bouleaux. On continue. Et en plus, on ne le voit pas, mais ils ont mis des cyclamènes dessous. C'est encore plus cimetière. C'est les Anglais, ils ont de l'humour. C'est quand même sympa. Hein. Ces troncs blancs, c'est vachement original. Ah ouais. Betula costata, c'est un des plus beaux bouleaux qui existent parce qu'il fait des grands lambeaux, vous voyez, mais celui-là est un costata qui a 40 ans. Hein. Donc toujours le blason, vous voyez, toujours ces troncs rouges là, ce ton rose foncé. Donc vous voyez qu'ils l'ont replanté en Angleterre, on le voit là. Ça c'est à Savile Garden. Voilà, Albucinensis, c'est encore une autre variété qui est très proche de blason. Celui-là s'appelle Red Panda. C'est un boulot qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. Parce qu'il n'y en avait qu'un en Europe, c'était celui que vous voyez là, qui est à Wisley Garden. Et ben, je prélevais les greffons chaque fois que j'allais en Angleterre. Mais comme l'arbre était vieux, il faut savoir que quand on prélève des greffons, il faut essayer toujours de prélever sur du bois jeune. C'est plus facile pour la reprise. Mais sur des vieux sujets comme ça, vous avez des pousses de 1 cm. Et pour greffer ça, c'est pas facile. Et puis, vous avez un coefficient de réussite très faible. Bon, un copain en a réussi, c'est le principal. Et Red Panda, très très beau. Avec ça, on appelle ça les petits traits que vous voyez horizontaux. Ce sont ce qu'on appelle des lenticelles. Voilà, ça c'est un des plus beaux. Il est à Ivy Garden à l'entrée, c'est Bowling Green. Il est à la fois rose clair et il se desquame en grand lambeau. Très très belle plante. Donc voilà, pour les grands arbres, les bouleaux, les prunus, les érables, c'est à peu près ce qu'on fait de mieux. Maintenant, j'aurais pu vous filer plein de photos sur les arbousiers, parce que je me rends compte que c'est peut-être la solution, parce que les arbousiers sont des plantes de terrain sec. Et les plus beaux arbousiers à écorce, et Dieu sait s'ils sont beaux, viennent de Cappadoce, donc en définitive, ils sont plus rustiques que l'arbousier commun qu'on a chez nous. Donc je ne sais pas si ça serait adaptable quand même à 1000 mètres d'altitude, je ne suis pas sûr. En tout cas, chez moi, je n'en ai jamais perdu un. Donc je pense que c'est des plantes, et c'est surtout des plantes que vous pouvez mettre dans le caillou, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ça donc, celui-là, donc c'est pas un arbousier, hein. C'est un Corylus. Corylus en latin, c'est le noisetier. Corylus colurna terra red, regardez comment il est au mois de février quand il y a les chatons qui sont rouges. Et après ces chatons rouges, hein, vous avez une noisette rouge avec un bog rouge et des feuilles rouges. C'est vraiment une très belle plante. Après, dans le courant de la saison, les feuilles deviennent vertes. Mais la noisette et le bog restent rouges. C'est super. Et c'est une plante facile. Puis Garrya elliptica, ça aussi des plantes qui avaient été... C'est une persistance, ça. Hein. C'est des plantes qui avaient été déclarées peu rustiques. En réalité, c'est pas vrai. C'est des plantes rustiques. J'en ai vu à Nancy, hein, donc il n'y a pas de souci. On continue. Voilà, Garrya elliptica, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les chatons. Donc c'est février-mars, un peu comme les saules. Alors, voilà, ça c'est la fameuse allée, elle fait 400 mètres. Le jardin de Cambridge, là à côté de Cambridge,
il y a 400 mètres d'allée, c'est qu'un jardin d'hiver, à droite et à gauche. Et donc, vous avez ça. Et au bout, vous avez le cimetière. Remarquez, c'est le chemin normal. Celui-là, autre plante très intéressante, arbustive, que je mélange avec mes irabes japonais, qui est un jaune profond. C'est celui que vous voyez là. C'est tout simplement un sophora japonais, tout simple, mais à bois rouge, à bois jaune, pardon. Mais là, c'est pareil. Pour obtenir ces bois, il faut le tailler en trogne, c'est-à-dire que je le coupe ici. Vous voyez ? Je le coupe ici à ce niveau-là, toutes les années, comme faisaient autrefois ceux qui faisaient de la vannerie. Vous voyez ? On appelle ça, on fait une trogne. Hein. Alors évidemment, une fois qu'on a fait la trogne, on se demande toujours, mais comment ça va redémarrer ? Eh bien, ça marche plus. Voilà, et vous avez la pousse de l'année que vous voyez là. Ça, lui, il pousse de 2,50 m, 3 mètres. Et cette pousse, elle est vert clair. Et dès qu'arrive la descente de sève, au mois de novembre, la montée de la descente de sève, qui arrive surtout les premiers froids, eh bien la conjugaison de tout ça fait que le vert passe au jaune. Et voilà ce qu'on obtient. C'est superbe comme plante. Et des plantes sophora qui ne craignent pas le sec non plus. Vous voyez ? Très très jolie plante, un jaune profond l'hiver, vraiment appréciable. Alors ça, j'arrive même plus tellement à voir ce que c'est. Je crois que c'est des mahonias persistants, là. Toujours dans Anglesey dans ce cheminement. Donc le mahonia est une plante aussi très intéressante, persistante, qui vient un peu mieux à l'ombre qu'au soleil, mais qui peut venir au soleil quand même, et qui ne craint pas le sec, et qui n'a pas de maladie, et qui ne devient quand même pas un géant. Sauf ici. Mais ici, ils doivent avoir 50 ans. Hein. Autrement, chez soi, 1,50 m, c'est presque un maximum. On continue. Donc vous avez aussi l'hiver des arbustes qui sont intéressants, c'est les malus, c'est-à-dire les pommiers. Alors les pommiers, ce qui est intéressant l'hiver, c'est uniquement, c'est pas le feuillage, il n'y en a pas. Hein. L'écorce, pas beaucoup d'intérêt, c'est les fruits. On cultive, et les Américains sont des grands spécialistes, on cultive des pommiers d'ornement pour les fruits. Donc tout le monde connaît, enfin, la variété qui est malheureusement la seule proposée, c'est Everest, mais c'est un peu dommage, il y en a tellement d'autres, vous allez voir. Ça c'est Red Sentinel, vous voyez, il y a des petites pommes rouges. Ça c'est celui qui est jaune, là, je vois pas bien, mais celui qui est jaune, c'est Comtesse de Paris, c'est une variété française, et qui reste très longtemps sur l'arbre. Ça c'est Crittenden, qui ressemble beaucoup à Red Sentinel, très rouge, des petites pommes rouges. Alors elles sont petites, elles sont mangeables, hein. Elles sont un peu acides, mais c'est mangeable. Et le fameux Red Jewel. Alors Red Jewel, s'il n'y en a qu'un à voir, c'est celui-là. Pour une raison toute simple, c'est que les pommes restent tout l'hiver. Les oiseaux ne les mangent pas. Et elles restent jusqu'aux nouvelles feuilles au printemps. Donc vous avez ce petit bijou, cette petite perle rouge, tout l'hiver. Alors évidemment, si vous avez un peu le bonheur d'avoir un peu de neige ou de glace, c'est absolument magique. Red Jewel, ça il faut vous rappeler, s'il n'y en a qu'un à voir, c'est celui-là. En plus, il n'est pas très très volumineux. Il pousse plutôt, c'est plutôt un petit pommier qu'un grand. Donald Wiman, qui ressemble beaucoup à Red Jewel, mais qui malheureusement perd ses fruits assez rapidement. Ça, c'est encore un autre cultivar de Lyon jaune, à fruits jaunes. Voilà, et donc pour les malus, c'est un échantillonnage, je vous ai donné, il y en a plein. Hein. Ce sont uniquement, quasiment toutes des variétés américaines. Vous savez que le pommier d'ornement, aux États-Unis, c'est le forsythia chez nous. C'est-à-dire que c'est la plante, au printemps, la plus plantée. On n'a pas cette impression, ben, c'est comme ça quand même. Donc ça, c'est les fusains. Eonymus, en latin, c'est les fusains. Alors, les fusains, pareil, l'hiver, intéressant pour les fruits. Voilà, ça, c'est Hamiltonianus, vous voyez, qui a des fruits roses, qui a des petits fruits. Alors, le fruit, il s'appelle le bonnet d'évêque. Hein? Dans la nature, on trouve le fusain européen, et dans la nature, et il fait ce bonnet d'évêque rose. Alors celui-là, c'est une variété un peu plus sophistiquée, asiatique, Myrmianthus, qui a à la fois des feuilles persistantes, un des rares fusains à feuilles persistantes, et qui a des fruits jaunes. Alors on peut aussi avoir des petits arbres, les sorbiers font des fruits des fois qui restent assez longtemps l'hiver, comme Scalaris, qui est celui qui est le plus beau, qui a des fruits rouges. Et puis ça c'est extraordinaire, ça a été pris à Noël. Et ça, c'est un
kaki nain. Et ça, il a cette particularité, c'est qu'on a l'impression qu'on a mis des bougies. Et comme en plus ça se passe à Noël, franchement, c'est absolument dingue. Les gens qui passent à Noël voir cette plante demandent tous, est-ce que je peux prendre des graines? Est-ce que je peux prendre des graines? Alors, je leur dis oui, sachant qu'elles sont toutes stériles. Il faut qu'ils essayent quand même. Il y a des miracles peut-être qui peuvent arriver. Mais c'est malheureusement, oui, il est stérile et évidemment, il n'y a pas de graines. Mais c'est très très beau, vous voyez. Ça fait comme des petits lampions qu'on a mis sur un sapin de Noël. Il est comestible. Comment? Il est comestible. Est-ce qu'il est comestible? Et puis sinon, J'ai essayé, mais c'est pas bon. Est-ce qu'il résiste au froid? Monsieur Soignant, je vous salue. Est-ce qu'il résiste au froid? Est-ce qu'il résiste au froid? Je pense qu'il est très rustique. Chez moi, il a résisté à moins 15. En 2012, il n'était pas très grand. Non, je pense que c'est costaud. Et ça s'appelle comment? Il s'appelle Miyako. M-Y-A-K-O. Du moins, il m'a été donné pour ce nom-là. Parce que des fois, les noms japonais... Bon, enfin... Et après, ils sont rebaptisés, souvent. Ah oui. Donc ça c'est le Calicorpa classique, le plus commun qui existe, que vous voyez tous à l'automne, avec ses fruits violets. Ah oui. Calicorpa qu'on appelle profusion, qui est vraiment, vraiment une très très belle plante de début d'hiver. Vous voyez, c'est très très beau. Vous mettez ça avec des bouleaux blancs, mettez sous des bouleaux blancs, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Ça marche à tous les coups. C'est un Calicarpa, CA2L. Et vous trouvez ça assez facilement dans les jardineries. Il résiste pas au froid. Lui. Si, il résiste au froid. Il résiste au froid, oui, oui. Oh, il a grillé. Hein? C'est peut-être pas le froid. Alors, c'est toujours pareil. Une plante, quand elle est très jeune, peut mourir de froid. Quand on dit qu'elle résiste au froid, c'est des plantes déjà installées. Il faut toujours penser à ça. Puis il meurt de soif des fois. Et oui, il craint un peu de sec aussi, ça c'est vrai. On continue. Idesia polycarpa, ça c'est vraiment une plante que j'adore, mais elle n'a que cet intérêt. C'est-à-dire au moment où elle a cette grappe de fruits orangés. Et vous allez voir comme c'est beau, parce que c'est une plante en plus qui a un graphisme assez extraordinaire. Elle a un côté un peu japonisant, vous allez voir. Vous voyez? Et voilà comment ça se présente l'hiver. Ou du moins ça, je pense que c'était la fin d'automne, mais c'est une plante qui fait des étages, vous voyez. Et donc vous avez des étages de grappes rouges. Et les oiseaux ne les mangent pas trop, ça reste jusqu'à fin janvier. Voilà, vous voyez l'étage dessus. Ça c'est un hou, hein, j'aurais pu prendre d'autres photos de hou. Les hous font des fruits super intéressants. Bon, évidemment, il y a des fruits que sur les arbres femelles. Ça, c'est une autre plante. Alors, c'est pas pour les fruits, qui est arrivée à la mode il y a une dizaine d'années. Hein. C'était pas une plante très connue avant. Il s'appelle un Edgeworthia. Et ça, c'est non seulement superbe, parce que vous voyez comment c'est, mais en plus, c'est divin le parfum. Mais ça fleurit plutôt en fin d'hiver, février, début mars. Vous allez en voir une grande. Vous voyez, ça, c'est un grand Edgeworthia. Je ne sais pas si on dit un ou une. Mais en réalité, c'était la veille de sa mort. Ce sont des plantes qui vieillissent. Ça, c'est une plante qui a déjà 12-15 ans, qui vieillissent rarement plus. Ça fait partie de ces plantes. Les céanotes en sont une autre, ou qui vivent pas très, très longtemps, les genêts, tout ça, il y a tout un tas de plantes. Vous voyez, voilà la floraison d'un Edgeworthia. C'est sympa, hein, cette boule jaune. Et puis alors, un parfum sucré, super. Alors là, on va voir pas mal de... Ça, c'est l'arbre classique de la floraison d'hiver, c'est l'amamélis. Alors les feuilles s'apparentent aux noisetiers, enfin sont très très proches de feuilles de noisetier. Son intérêt, c'est sa floraison qui arrive en janvier-février, en plein hiver. Hein. Il n'y a pas tellement de choix de floraison, hein. C'est dans les tons de rouge ou dans les tons de jaune. Mais c'est intéressant. Et certains sont odorants. On continue, vous allez en voir plein. Orange peel, ça c'est le plus commun en Angleterre. Chez eux, ils n'ont que orange peel. Mais ils n'ont que le boulot Jacques Monty, les amis. Ils aiment avoir tous la même chose.
Alors ça c'est Diane. Diane, c'est une vieille variété. Vous voyez, ça fait comme du papier crépon, on dirait, on a une espèce de floraison un peu bizarroïde. Mais comme c'est en plein hiver, c'est original, quoi, donc on apprécie. Voilà encore une variété, mais celle-là est jaune. Alors en général, c'est les jaunes qui sont odorants. Voilà, orange peel, toujours en Angleterre, dans un jardin anglais. Ça doit être Pallida, je crois, qui est jaune. Livia, qui est un espèce de rouge bordeaux un peu spèce. Aphrodite, c'est le pied. C'est celui qu'il faut avoir. Vous achetez en sortant de la... Si vous trouvez, Red Jewel et Aphrodite. Le Malus Red Jewel et la Mammilis Aphrodite. Pourquoi? Parce que non seulement il est beau, les fleurs sont très très belles, mais au niveau odorat, c'est le meilleur. Il a une fragrance dingue. Et il pousse bien et il pousse vite. C'est vraiment une belle plante. Sunburst, c'est un peu plus sophistiqué. Ça, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Excusez-moi. Allez-y. J'ai noté un truc quand même. Donc, je vous ai mis quelques photos de camélias. Alors, M. Soignon, qui est de Nantes, il va rigoler. C'est pas du tout des plantes de chez nous. Mais bon, on va leur rendre hommage. On va en mettre 2-3 quand même. Parce que le camélia, évidemment, à floraison hivernale, on ne peut pas ne pas le voir. Alors ça, c'est... Ouais, c'est toujours un camélia. Il y a un camélia qui s'appelle les camélias des neiges au Japon et qui pourrait être testé dans certains endroits. Ouais. Alors les camélias, ça résiste au froid chez nous. C'est pas un problème de froid. Mais comme les rhododendrons, c'est un problème d'humidité dans l'air qu'il n'y a absolument pas chez nous pendant 4-5 mois. Et là, vous pouvez les arroser tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est même pas une question ni de terre, ni d'arrosage. On ne peut pas les avoir. Donc encore un camélia à floraison blanche. Il y a quand même une collection à Alès. Comment? À Alès, il y a une belle collection de camélias. Ah oui, alors très juste. Alors oui, mais dans un biotope... Oui, alors ça vous avez raison, j'ai visité ça. Mais dans un biotope très spécial. Ouais. C'est un endroit particulier. Mais c'est vrai que c'est étonnant, hein. Il y a des camélias de 5-6 mètres de haut. Là, ça vu aussi. Ouais. Ah, vous avez raison. On continue. Alors les daphnés, ça c'est des plantes que j'aime beaucoup. C'est aussi des arbustes, ils ne deviennent pas très grands. Et le plus connu l'hiver, c'est le daphné bolua. Pareil, c'était des plantes qu'on disait pas rustiques. En réalité, moi je trouve que chez moi ça marche bien. Ça aussi, au niveau développement d'odeur, c'est dingue. Vraiment, ça embaume tout un coin. Vous voyez, alors là, vous avez... j'arrive même pas à voir s'il y a... Alors, ça, je crois que... Ce que je voulais vous dire, je crois que c'est des rhododendrons. Hein, voilà. Je crois que c'est des rhododendrons. Alors, M. Soignon, il doit connaître. Il y a des rhododendrons qui fleurissent l'hiver. Il y a une variété, notamment. Fleurissent vraiment en plein hiver. Presque en plein hiver, je crois. Ça existe, ouais. Alors, c'est des nouvelles, mais elles sont un peu géliques chez nous, quoi. C'est les virilles. Ah, Le groupe des rhodovirilles. voilà. Ce que j'en ai vu, là, ça, c'est des photos qui ont été prises en février, je pense. Je vous le conseille. Virilles en pot, super. Oui, ah bah, vous voyez, on peut cultiver aussi en pot. C'est magnifique. On continue. Ça résiste jusqu'à 0. Oui, ça c'est au Vastérival. Hein. Vous voyez, ça c'est des rhodos pris au Vastérival. Voilà. Donc là, on descend un petit peu encore d'un étage. C'était les grands arbustes, maintenant c'est les petits arbustes. Alors, ça c'est une plante absolument géniale. Ça c'est super. Vous savez ce que c'est ça? C'est un genêt mort qui a été peint en rouge. C'était le gag de la journée. En rouge pompier. En 2012, j'ai quelques genêts qui ont crevé parce qu'ils étaient vieux, parce qu'il y avait eu du froid et tout. Et il y avait quand même tout le graphisme des branches. Et je me suis dit, putain, c'est un peu dommage de couper ça à la tronçonneuse et de mettre ça au poêle. On va faire peut-être autre chose. Et puis je suis allé chercher des bombes peinture pompier et j'ai mis ça. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai pu rire. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait piéger dans le jardin, qui venaient me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous n'avez pas mis une étiquette? En plus, tu as accroché des feuilles. En plus. Non, c'est les feuilles d'un chêne qui est derrière. Pousser quelque chose dessus et là on peut encore plus Voilà. perturber les gens. Non, ça c'était perturbant, mais j'avais trouvé vraiment que ça m'avait beaucoup amusé. Je pense que je renouvellerai ça un jour, si ça doit se passer encore. Parce que là, c'était des circonstances, vous voyez. C'est un gros chêne que vous avez derrière.
Donc ça, c'est pas une plante que je vous conseille. Donc ça c'est la photo a été prise pour le saule, qui est un petit arbuste, mais c'est pareil, ça c'est tout recépé à la base. Tout ce qu'on va voir maintenant, c'est des arbustes qui sont quasiment recépés. Enfin pour moi, ça c'est un saule tortueux. Alors vous allez dire, il y en a des énormes. Mais si vous les taillez régulièrement en bas, ils poussent de 2 mètres dans l'année, quoi. Et on recommence. Et ça c'est encore des saules, on distingue à peine. Voilà. Ce sont des variétés qui sont sélectionnées, d'osier, en définitive, le saule d'osier c'est pareil, ce sont des variétés qui sont sélectionnées pour la couleur du bois. Hein. C'est en général ou rouge, ou orangé, ou des dégradés de tout ça, quoi. Alors il y a aussi des variétés bleutées. Et je pense qu'il doit y avoir une photo d'une variété bleutée. Vous voyez, celui-là est jaune. Ça, c'est, vous voyez, alors voilà ce que font les Anglais l'hiver. Bon, ben, ça c'est déjà sophistiqué. Hein. Ça c'est un gros boulot, ouais. C'est dans un jardin en Angleterre, vous voyez. C'est comme le bois du cornouiller un peu loin. Oui, ça c'est un saule. Non mais ça fait penser au cornouiller. Oui. Ben, justement, vous allez les voir, les cornouillers, on va y arriver au cornouiller. Le saule a plus de développement que le cornouiller. Vous voyez, c'est quand même sympa. Bon, mais c'est un travail, ça. Voilà, ça, ce sont encore des saules. Alors voilà, alors ça, oui. Ça n'aurait pas dû être là. Bah oui, Ça, c'était dans les érables. Bon, c'est une photo qui s'est égarée. Ça, c'est un érable négondo. Alors peut-être que je l'ai mis là, ouais, peut-être parce que c'est le cas particulier d'érable qu'on retaille à rater. Hein, vous voyez, et qu'on fait une trogne. Parce que ce bois blanc que vous voyez blanc, c'est la couleur de la nouvelle pousse. C'est négondo violescence. Magnifique, magnifique. L'hiver, ça éclaire. C'est un blanc légèrement violacé, d'où le nom de violescence, magnifique. Vous voyez? Vraiment une très très belle plante. Ça, ce sont des cornouillers qu'on appelle des... Alors, il y a des cornouillers blancs, cornouillers salva, ou des cornouillers sanguins. Alors, il y a tout un tas de variétés. Il y en a beaucoup au bois marquis, parce que, franchement, je trouve que c'est ce cornouiller sanguin, je crois que c'est un Hollandais qui a trouvé ça. Qu'on a appelé très rapidement le cornouiller fluo, parce qu'il avait cette couleur fluo l'hiver, dans les tons de rouge orangé. Et ça a été trouvé, je crois, au milieu des années 85, c'est pas si vieux que ça. On a trouvé bien des variétés maintenant, mais franchement, moi je trouve que c'est l'arbuste qui a été trouvé ces 30 dernières années le mieux, le plus efficace, le plus beau qui a été trouvé. Et facile. Il se développe à quelle hauteur, s'il vous plaît? Il se développe à 1 mètre, donc vous les retaillez fin mars. Quand Pareil, ils... une taille trône, un peu. Non, ça vous taillez en terre. Alors, ce que je vais vous dire là, il ne faut pas entendre. Personnellement, j'en ai beaucoup de ces cornouillers. J'en ai peut-être 300 ou 400 sur la propriété. Donc, si je m'amuse à prendre mon sécateur et à les tailler à rater, il faut emmener les branches et tout, c'est un boulot de dingue. Alors, je vais vous dire comment je fais. Je passe la débroussailleuse à lame. Monsieur Soignon, vous n'avez rien entendu. Non, mais je vous rassure, j'ai vu ailleurs. Eh bien écoutez, je peux vous dire ce que je fais ça depuis 4-5 ans, donc par expérience je peux vous en parler. D'abord, j'en ai jamais vu un crever. Alors c'est vrai que les 15 jours qui suivent la taille, ça fait un peu agressif. Après, vous ne voyez plus rien. Et il pousse, et ce qui est très intéressant, c'est que, en définitive, ça développe même les stolons. Comme c'est des plantes qui sont basitones, ça développe un maximum de stolons. Et en définitive, ils sont plus beaux quand ils ont été débroussaillés à la lame. Je l'ai vérifié aussi. Ils sont 15 jours là, c'est pas grand chose. Et ça m'évite beaucoup de travail. Donc ça c'est celui à bois noir qui doit s'appeler Kesselrigi, je crois. Là c'est à bois rouge. Alors ils en ont trouvé des sélections. Dans les bois rouges, c'est ce qui est le plus intéressant. Ils ont trouvé des sélections, notamment bâton rouge. Il ne faut pas acheter ça. Parce qu'au bout de 3-4 ans, il devient vert. C'est des sélections qui ne sont pas fixées. Alors, bien sûr, quand on les voit dans le pot à la jardinerie, on a envie de l'acheter, alors on en profite 2, 3 ans, 4 ans. Et après, on est déçu. Mais bon, on en profite toujours 3-4 ans. Mais c'est tout pareil. Hein. Vous voyez, il faut sélectionner à la base, il faut couper tout le temps, il faut régénérer les pousses. Voilà, toujours des cornouillers. Alors, vous voyez,
voyez, il y a des grandes masses hein, dans les jardins. Au Bois Marquis, c'est un peu ça aussi. Le Bois Marquis, c'est à côté de Trèves. Oui. Vers Assieux, quand même. Ah bah écoutez, si vous connaissez Assieux, je pensais que vous êtes la seule personne de la Haute-Loire qui connaissait Assieux. Ma fille habite à Assieux, vous parlez de Bois Marquis, on s'est dit c'est peut-être. Vous habitez à Assieux? Non, ma fille. Ah bah oui, oui, oui. Bah, c'est le patelin à côté. C'est là. Ah, Et bien Assieux, c'est à côté de chez moi. non, Ouais, ouais. On continue, vous voyez tous ces bois. Alors ce que vous voyez à gauche, c'est les fameuses ronces dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des ronces du Tibet et qui ont du bois blanc. Et là, c'est un cornouiller qui s'appelle Flavirea, qui est un cornouiller à bois jaune, qui est une vieille variété. Voilà, toujours ces cornouillers en mélange. Vous voyez, ça a quand même de la gueule. Hein. Ça a quand même de la gueule. Ça, c'est tout dans des jardins anglais. Hein. Regardez ça, avec des bambous derrière. Ça, c'est chez Aiguier Garden. Toujours Aiguier. Et les bambous, ils ne vont pas étouffer le cornouiller après, là? Ah, les bambous vont étouffer les cornouillers. Ah, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, encore avec un aigon d'eau devant, là. Voilà, ça c'est au Bois Marquis. Toujours pareil. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup ces cornouillers. Je trouve que ça fait une homogénéité dans le jardin. Il y en a un peu partout, dans tous les massifs. Et je trouve que l'hiver, ça donne une cohérence. Et les gens apprécient beaucoup. Voilà, alors ça, c'était dans un jardin anglais. C'est Cédric Paulet qui a pris la photo. Toujours dans le même jardin. Vous voyez, ça c'est au jardin du Bois Marquis, ben, ça c'était en 2009. Hein. Donc il y a déjà, vous voyez, 13 ans. Ça a bien poussé. Hein. Et ce que vous voyez devant là, c'est un conifère, mais on y reviendra. Je crois que c'est le conifère qui est un calocèdre, qui est le calocèdre doré en définitive, qui est une plante naine très difficile de culture. Beaucoup de feuillage qui devient rouillé. Et vous les coupez quand, vos cornouillers Je les coupe. l'hiver avec le bois. Je les coupe à la fin du printemps, au début du printemps, fin de l'hiver. C'est-à-dire quand ils sont plus jolis, quand ils sont pas beaux. Parce que ce qui se passe, c'est que ce bois qui est coloré va petit à petit devenir vert. Donc dès qu'il devient vert, alors souvent il y a les pousses qui s'ouvrent parce que ça correspond à début avril, fin mars, début avril. On a tout le mois d'avril pour faire ça. Moi je crois que cette année j'étais un peu en retard, je l'ai fait autour du 20 avril. Et j'ai tout fait à la disqueuse. Donc vous voyez toujours, je reviens à ces ronces là, blanches que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est des ronces, il faut toujours maîtriser. Ça c'est, il ne faut pas mettre ça n'importe où, quoi. C'est un travail. Vous voyez toujours, mélanger avec des cornouillers, c'est beau. Mais ça paraît rien, mais... Alors ça, Phoeniculasus, c'est dommage, on peut pas voir comme il faut, c'est la ronce à tronc rouge. On continue. Voilà, vous voyez, ça fait des arceaux, c'est magnifique. L'hiver, c'est magnifique. Il n'y a pas d'épines? Si, il y a des épines. Vous savez, des ronces sans épines. Vous voyez? Alors, autre plante très intéressante qui maintenant, il y a beaucoup de cultivars qui revient vraiment à la mode et qui est vraiment une plante, vraiment, je pense, vraiment d'avenir. C'est une plante qui est persistante, c'est le nandina. Alors, il existe tout plein de cultivars, mais c'est intéressant, c'est une plante persistante qui est colorée l'hiver, parce qu'il y a des tons de rouge, tout un tas de tons, vous voyez, et qui résiste au sec. Et qui résiste au sec, qui vient aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Et en plus, on va voir sur une autre photo. Bon, ça, c'est pas du nandina, c'est du cotonaster. On continue. Parce que je crois que j'ai d'autres photos de nandina. Ben non. Et ça, on a parlé des fusains tout à l'heure, et des fusains qui étaient à feuillage caduc, qui font donc le bonnet d'évêque. Ça, c'est des fusains qu'on appelle japonica, japonais, et qui font, eux, des couvre-sols. Alors, c'est très intéressant en couvre-sol. C'est en général doré ou panaché. Vous voyez? Ça fait des grands couvre-sols que vous pouvez mélanger encore avec des cornouillers. Inconvénient des fusains, ça prend la cochenille facilement. Et violemment. Donc vous en voyez, alors ça c'est argenté, vous voyez? Toujours dans le fameux cheminement d'Anglezay. Voilà, encore des touffes de fusain. Ça, c'est un viburnum.
C'est un des rares viburnums vraiment, vraiment intéressants l'hiver parce que c'est le viburnum d'Alili, hein, tout simple. C'est un viburnum qui s'étale. En général, les viburnums, ça devient des arbustes, et lui, il s'étale. Persistant. Hein. Ça, j'arrive plus à voir ce que c'est. Je crois que c'est des... je sais pas. Sur l'écran, On continue. Si on ne sait pas, on continue. Voilà, alors, quelques conifères nains. Ça, c'est chez Jean-Louis Dantec, hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est ce qu'il voit de sa véranda. La vue de son jardin avec les taupières devant. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est une chambre d'eau super. C'est dommage, je ne fais pas chambre d'eau. Vous voyez, ça, c'est ses taupières avec son bassin à côté. Donc ça, c'est tout. Ouais, regardez ça. Ça, c'est tout des conifères nains. Il y a un boulot là. Parce qu'il faut les... Vous voyez, il n'y en a pas un qui est coupé, qui est taillé à la même dimension que l'autre. C'est un boulot de dingue. Ça, c'est au bois marquis. Alors là, il y a beaucoup de bruyères. Je pense que... Il y a un conifère nain, voilà. C'est toujours les conifères nains. Et là, à Illy Garden, il y a un jardin de 1 hectare à peu près qui n'est planté que de conifères. Alors, on pourrait penser que c'est un côté pépinière, c'est pas toujours bien de mettre qu'une même essence dans un petit périmètre, mais ils ont su faire. Il y a des dégradés de hauteur, il y a des dégradés de couleur, et finalement c'est vraiment intéressant. Bon, ça doit certainement au bout d'un moment fatiguer l'œil, mais bon, regardez ce que ça donne, c'est pas mal à l'hiver. Voilà, ouais. Avec d'autres petits conifères nains devant, là, derrière, vous voyez, c'est des pins dorés, hein, des pins Sylvestris aurea. Ça, c'est des Picea, Conica, Rhizonica, un peu tout ça. En tout cas, très sensible, on n'en plante plus, et pour cause, très sensible à l'araignée rouge. Voilà encore des... Alors ça, c'est à Bressingham. Alors Bressingham, ça ne vous parle pas, c'est au nord de Londres, c'est le jardin de Bloom. Bloom a été, on peut dire, dans les années 60, Alan Bloom a été le premier type qui a fait connaître les plantes à coloration hivernale. Que ce soit les écorces, que ce soit les vivaces, que ce soit les conifères. Et ça a été le premier jardin d'hiver en Europe, à ma connaissance. Lui est en Angleterre. Et j'ai eu l'occasion de visiter le jardin de son fils. Alan Bloom est mort maintenant. Son fils, Adrian, est un type super. Et c'est son jardin, aujourd'hui. Vous voyez? Alors beaucoup, il utilise beaucoup de conifères, bruyères, ronces, cornuiers. Vous voyez, chaque massif, on peut faire des photos. Hein. C'est toutes des photos qui ont été prises l'hiver. Vous voyez ça, hein. Voilà, ça c'est mon chouchou. Ça c'est une variété qui a été trouvée il y a une quinzaine d'années. Et Chief Joseph, il est comme ça l'hiver. Il est très très doré. Malheureusement, dès le mois de mars, il est vert. Et on recommence au mois de novembre suivant. Bon, il se mérite que l'hiver. Voilà, toujours chez Bloom avec tous ses conifères. Voilà sa maison, hein, qui est bien connue, on la voit sur pas mal de revues. Alors, il utilisait maintenant moins, mais beaucoup de bruyères. Il mélangeait conifères bruyères. Mais il en utilise moins. Maintenant, il met beaucoup de graminées. Ça, c'est son ancien jardin qui n'a pas tellement changé, vous voyez. On continue. Toujours les conifères. Et ça, c'est des cèdres pleureurs qui sont en arceaux, qu'il utilise, vous voyez. Et ça fait quand même une sacrée photo l'hiver. Voilà, donc maintenant on en vient aux graminées. Pour les graminées, il y a évidemment les bambous, hein, parce que les bambous, il y a quand même toute cette variété de bambous qui ont ce qu'on appelle des chaumes pour les bambous, c'est le tronc, hein, qui ont des chaumes colorés. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, je me suis intéressé à ça parce que toujours dans la même cohérence avec les écorces, quoi. Donc voilà ce que ça donne au bois marquis. Alors ça, c'est un jardin néo-zélandais à Saville Garden, avec beaucoup d'ébés, beaucoup de plantes, que des graminées. Quasiment que des graminées, des ébés, quelques plantes avec, mais vraiment un jardin qui est de graminées. Et des graminées basses la plupart du temps, voilà, avec un peu de déco dedans. C'est très spèce, moi j'avais bien aimé.
Voilà les fameuses herbes de la pampa, vous voyez toujours l'utilisation de ces graminées. On continue. Vous voyez donc le fameux calocène, voilà, alors, voilà, le fameux calocène doré, c'est ça, ce que vous voyez sur la gauche. Là. Et ces graminées jaunes que vous voyez là sont, je crois, des acorus. L'acorus doré. Voilà, ça c'est des lusules. C'est la lusule dorée. Ce sont aussi toutes des graminées. Vous voyez, mélangées avec des ronces, la ronce rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez. Ça, c'est la seule plante, ma connaissance, qui a feuillage noir. C'est un ophiopogon. Et ça, c'est une plante qui pousse pas vite. Hein. Ça coûte une fortune. Hein. Le moindre petit pied comme ça coûte presque 10 €. Ouais, parce que ça pousse pas vite. Quoi. Donc dès que vous en avez un peu gros, bah, il a 3 ans. Quoi. Et bon, voilà, c'est quand même superbe. Alors ils mélangent ça, les Anglais, avec des personnages. Parce que ça, les personnages fleurissent en février. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Vous voyez, là, vous avez le mélange, je ne fais pas de commentaires, vous avez le mélange de tout ce que j'ai dit. Si ce n'est que là, il y a en plus un couvre-sol bien, le lierre, mais il faut le maîtriser. Vous voyez? Voilà, vous voyez, ça, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous avez des ophiopogons et puis vous avez des graminées dorées devant. Et voilà, le fameux Daphné bolua, vous l'avez au milieu. Donc vous avez un peu, là, vous passez sur le chemin, là, il se dégage une odeur de dingue. Voilà, les acorus avec les iris reticulata, c'est ce qu'on appelle les petits iris hollandais qui fleurissent en plein hiver. Et qui se ressèment, c'est très sympa comme plante. Voilà, les fameux lusules. Voilà, les carex sont toutes des plantes qui sont assez basses et qui font de la décoration hivernale. Ça, c'est la fameuse herbe de la pampa à feuillage doré, que vous voyez devant. Là. Donc, quelques bruyères, ça c'est aussi au bois marquis, ça c'est chez vous. Vous voyez, voilà l'utilisation des bruyères à Whistler Garden. Et le fameux Red Panda au milieu. Toujours les bruyères. Voilà, ça c'est des bruyères taillées. Pensez bien qu'il faut faire ça, c'est un boulot de ouf. Voilà, toujours dans les... J'ai mis l'hortensia nigra parce que c'est l'hortensia à bois noir. Alors les couvre-sols, il y a les élébores, on va arriver au bout. Ça c'est des massifs d'élébores au Vasterival, il y en a, il y a des dizaines et des dizaines de mètres carrés comme ça. Vous voyez? Alors il faut dire que la princesse Turza était très copine avec Delabroix. Et chaque fois que Delabroix il avait spécialiste des élébores, il en avait tout un tas qui sortaient du circuit, si vous voulez, et il venait chaque année en amener 500. Donc finalement, il avait des massifs d'élébores de ouf. Alors on ne savait pas du tout comment ça allait sortir, ni quelle couleur. Mais bon, c'était quand même sympa. Vous voyez, donc ça c'est au Vasterival. Vous voyez, l'élébore et le cornouiller rouge, hein. Ça c'est sympa. Quoi. On peut utiliser aussi les fougères, mais les fougères persistantes, bien sûr, pour l'hiver. Et puis cette plante magique qu'est la Vergénia, qui elle est une plante vraiment facile, qui vient même en terrain sec, même à l'ombre, bien sûr, et qui a un feuillage en général coloré l'hiver. Enfin, qui a un feuillage de toute façon persistant. On continue. Vous voyez, ces Vergénias à la fois vertes, rouges. C'est le froid qui fait des fois que le feuillage devient rouge ou moins rouge. Vous voyez, c'est sympa. Voilà, toujours ces Vergénias. Ça, j'ai mis cette photo de chair. Autrefois, ces œufs chairs n'existaient pas. Ce sont des œufs chairs colorés, en définitive, un feuillage coloré. L'hiver, c'est quand même pas si beau que ça. Ça vieillit quand même pas bien non plus. Voilà, ici Clamenicum, qui fleurissent l'hiver au mois de février. Voilà, vous les avez en fleurs. Voilà tous ces personnages, les Anglais en sont complètement dingues des personnages. Voilà, encore des iris reticulata au milieu des lierres, toujours des couvre-sols. Voilà, on les revoit ici dans la photo principale, vous voyez. C'est sympa, hein? Ouais. Iris japonais, ça c'est pris au bois marquis. Ça c'est super. Ça c'est un iris qui est persistant. Donc le feuillage est vert, persistant.
vient plutôt à l'ombre quand même, chez nous. Hein, et qui fleurit et qui fait, je crois qu'il y a une photo après, une fleur d'orchidée. Magnifique, magnifique. Alors il n'est pas très florifère, ça ne fait pas des grandes masses de fleurs, mais d'abord odorante et franchement c'est beau. C'est très fin comme plante. Et ça vous fait un couvre-sol, ça colonise. Les yuccas aussi, ça c'est des plantes que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être vraiment intéressant en couvre-sol. On continue. On continue. Donc toujours des graminées, ça c'est toujours un mélange de tout ça. Donc le lierre, je vous parlais du lierre, on peut l'utiliser. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors c'est pas des plantes pour l'hiver, mais ça c'est les fleurs fanées de ce qu'on appelle les phlomis. Phlomis c'est la sauge de Jérusalem. Et ces fleurs fanées, ça vous fait une tige avec des petits groupes de fruits. Et ça, quand vous avez du givre, moi je les garde que pour ça. Je les fauche qu'au mois de mars. Parce que si j'ai la chance d'avoir du givre, ça arrive 1 ou 2 jours dans l'année. Côté, c'est magnifique, c'est magique. Alors ça, c'est une plante qui a disparu de la circulation, qu'on appelait la rue. Ah oui. Vous voyez, et cette rue, moi je m'en rappelle au début de ma passion, c'était une plante commune qu'on trouvait dans toutes les jardineries. Et ben ça a disparu ça. Et donc cette rue à feuillage bleuté, c'est superbe. Ça c'est des libertias. C'est un feuillage un peu d'iris, mais c'est quand même pas des plantes pour chez nous parce que ça aime bien l'humidité. Voilà, alors ça, je vous ai pris le sol. Ben, ça peut-être, ça je vais vous dire, M. Soignon, c'est que ça a été pris. Ça, c'est le sol massif d'hiver, le sol rond-point d'hiver que j'ai trouvé dans ma vie. Il est à côté d'Angers, il est au Pont de C. Et c'était un rond-point, vous voyez, qui avait été fait vraiment. Le type qui est, je ne sais pas qui a fait ça, hein, qui a construit ça, mais en tout cas, il y avait une réflexion. C'était vraiment un jardin d'hiver, son rond-point. Il doit y avoir des accidents là. Oui, il y a eu plein d'accidents. Et c'était que des dingues de plantes qui avaient des accidents. Alors ça, je vous ai mis cette photo, parce qu'à la sortie de Anglesey Bay, vous avez des perce-neige à vendre. Alors là, je crois qu'il y avait 150 variétés. Il y avait 2 trucs comme ça. Il y en avait à 300 €. Alors les perce-neige, ça s'appelle en latin les galanthus. Et en Angleterre, il y a des sociétés de galantophiles. Et vous avez des gens, pour vous dire, comme les Anglais sont toujours comme une espèce, il y a des gens qui font le parcours des galantophiles et qui font 7-8 jardins en 4-5 jours. C'est un pèlerinage, c'est le Saint-Jacques de Compostelle pour les personnages. C'est impressionnant. Et ils achètent ça, alors, légèrement blanc, plus blanc que blanc, la pointe légèrement comme ça, le jupon un peu comme ça, voilà, c'est tout comme ça. On se croirait dans un magasin de lingerie. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était très bien décoré, c'est de l'insolite, c'est des Gunnera. Les Anglais les protègent, les Gunnera, ils ne les protègent pas n'importe comment. Voilà, vous voyez, ça a de la gueule même l'hiver, la protection. Ah voilà, ça je ne devrais pas vous montrer sur une photo. Voilà comment on prélève un greffon. Voilà, vous avez mon collègue qui était avec moi pour les... Alors lui, il coupe le greffon et moi je passe après le ramasser. On était organisé. Il est connu. Voilà, et vous voyez, je le ramasse, là, je suis sur la gauche. Ah, alors ça c'est une photo un peu érotique, hein. Mais ça c'est un arbousier. Donc les arbousiers, regardez, en ce moment, l'arbousier Andrakné, celui qui est à côté de ma maison, son pubis, si vous voulez, qui est vert, actuellement il est en train de complètement se desquamer et il va devenir vert pistache. Ça va durer maintenant jusqu'à peu près au 14 juillet. Et après il change de couleur, il devient un petit peu plus orangé. C'est des plantes vraiment extraordinaires au niveau des écorces. Donc vous voyez, ça c'est le même. Hein. Vous voyez qu'on fait des photos avec les arbousiers, hein, intéressants. Voilà. Donc ça c'est mon ami Maurice Laurent, beaucoup le connaissent ici, qui est le spécialiste des viburnums. Voilà. Si vous avez des questions, j'espère que vous n'avez pas trop. Alors, si j'ai bien compris, votre jardin, c'est visible. Mon jardin, il est toujours ouvert et il est gratuit. Et là, vous êtes
Je suis marqué, oh non, je pense que c'est marqué. Non, non, je suis l'heureux usufruitier du jardin, parce que le jardin, je l'ai donné à la commune. Donc la commune en est propriétaire et moi je suis l'usufruitier. Voilà, et surtout n'oubliez pas la fête des plantes d'automne au Bois-Marquet. Ça, il faut absolument venir. C'est le 3e week-end d'octobre, 15 et le 16. Tenez. Donc vous avez deux conférences cet après-midi.